Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Electron Group Média. Les caniveaux collectent et dirigent l'eau de pluie loin des chaussées, des trottoirs et des bâtiments, évitant les inondations et les dégradations. En effet, ces canalisations ont considérablement détérioré et ne s'adaptent plus aux contraintes croissantes du trafic et des intempéries. Frida Kemtem, reportage. Il y a plusieurs décennies, les caniveaux étaient souvent des structures plus simples, parfois rudimentaires, qui servaient à la collecte des eaux. Mais dans certaines villes, on trouvait souvent des caniveaux plus anciens, taillés dans la pierre ou simplement des fossés, le long des rues en pierre naturelle. Bien que lourds et difficiles à poser, qui pouvaient être très résistants à l'usure et aux intempéries. Le caniveau que j'ai vu et que les gens ont construit peut-être juste après l'indépendance, ils l'ont construit même en terre. Et ces caniveaux résistent encore jusqu'à aujourd'hui. Je vais citer encore un autre caniveau qui traverse Paris-Congo et qui se jette dans le Bhoutan. Ça, ce sont des caniveaux qui sont construits en terre mais qui résistent jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est des choses très 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 bien faites. C'est-à-dire, entre-temps, c'était peut-être des expatriés, c'était des colons, c'est eux qui ont construit ça. Et ils ont vraiment respecté les normes. Cependant, les caniveaux récemment construits en matériaux sont sujets à l'érosion, aux fissures et aux détériorations rapides sous l'effet du gel, des profondeurs minimes et du passage des véhicules avec le trafic intense, l'entretien n'étant pas fréquent et les réparations déjà nécessaires. Par rapport à ce que nous faisons maintenant, c'est des travaux que nous faisons beaucoup plus à la hâte. Parfois, ça ne respecte pas les normes. Parfois, on dirait qu'au lieu que ce soit un caniveau qui évacue, c'est des caniveaux qui récupèrent plutôt l'eau. C'est-à-dire que les études topographiques n'ont pas été bien faites. Donc, normalement, si la profondeur et les pentes sont respectées, c'est des très bons ouvrages d'art. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Et parfois, vous voyez que l'eau déborde et puis ça occupe la chaussée. Pour éviter l'infiltration de l'eau dans les maisons, prévenir les affaissements, le nid des poules et la dégradation prématurée des routes et des fissures des maisons, l'on doit prendre en considération ce que nous dit l'architecte. Normalement, lorsqu'on fait un lotissement, on doit viabiliser. Ça veut dire quoi? On fait un lotissement et on accompagne ça de travaux. Ça peut être des caniveaux, ça peut être des régies d'eau, ça peut être de l'électricité, tout ça. C'est lorsqu'on aura fini ça qu'on attribue aux gens. Or, ici, les gens s'installent d'abord, et puis on vient, on essaie d'arranger après. Le caniveau, qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, est bien plus qu'un simple élément de la voirie. C'est un acteur discret, mais indispensable à la gestion urbaine. Si les caniveaux datants témoignaient d'une approche pragmatique, souvent limitée en termes de durabilité, ils sont le reflet de notre capacité à innover pour relever les défis de l'environnement urbain. Dans le même filet d'idées, en N'Djamena, les caniveaux construits dans certains quartiers tels que Ardé-Dumbal, Paris-Congo et Morsal, aux temps coloniaux, sont résistants et ne se débordent pas pendant la saison des pluies. Pourtant, ceux d'autres quartiers construits nouvellement sont souvent débordés. Lenaïbi Félicité et Molian Evelyne nous en parlent. La construction des caniveaux dans les différents quartiers de la ville de N'Djamena, tels que Paris-Congo, Ardebdjoumal, pendant la période coloniale sont résistants et ne se débordent pas pendant la saison pluvieuse et résistent mieux aux inondations que ceux nouvellement construits. Ce problème est lié à plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette différence. La conception des matériaux utilisés par les ingénieurs coloniaux sont souvent confrontés à des ressources limitées, mais à une nécessité d'efficacité durable. Ils privilégient des conceptions robustes et des matériaux de qualité. Les caniveaux anciens sont construits avec des pentes optimisées, des trous creusés en profondeur. Cela permet l'écoulement de l'eau. Les anciennes constructions ont bénéficié d'études topographiques plus approfondies et d'une meilleure exécution des niveaux. Ces caniveaux ont une dimension bien profonde pour des débits d'eau plus importants, anticipant mieux les variations climatiques ou les besoins futurs de drainage. L'utilisation de béton de haute qualité,
des maçonneries soignées ou des techniques de drainage spécifiques a contribué à leur longévité et à leur résistance à l'érosion et à l'ensablement. Par contre, les nouvelles constructions peuvent parfois souffrir de problèmes de mauvaise conception, comme pente insuffisante, dimensions inadaptées au volume d'eau ou les tracés qui ne suivent pas la topographie naturelle du terrain. L'utilisation des matériaux moins résistants ou une exécution bâclée peut entraîner une dégradation rapide des fissures, une accumulation de débris. Les nouveaux caniveaux sont parfois construits de manière isolée sans prendre en compte le système de drainage global du quartier ou l'urbanisation environnante. Il est possible que les anciens caniveaux bénéficient d'un entretien régulier pendant la période coloniale. Il y avait peut-être des équipes dédiées à l'entretien et au curage régulier de ces infrastructures, assurant leur bon fonctionnement. À la question de savoir pourquoi cette différence auprès de quelques riverains rencontrés, ceux derniers refusent de se prononcer sous prétexte que la responsabilité incombe le gouvernement et ceux qui construisent les caniveaux. La résistance des caniveaux coloniaux face aux inondations peut être attribuée à une conception plus rigoureuse, des matériaux durables et potentiellement un meilleur entretien à l'époque de leur construction. Les nouveaux caniveaux, en revanche, souffrent souvent des défauts de conception ou de construction, des manques d'entretien et sont confrontés à des pressions environnementales et urbaines accrues qui n'existaient pas au même degré que ceux d'avant. Pour améliorer la situation, il serait essentiel de s'inspirer des bonnes pratiques du passé tout en adaptant les nouvelles constructions aux défis actuels, notamment en termes de planification, de qualité des matériaux, d'entretien régulier et de gestion des déchets. Et puis nous restons toujours en société. Au Cameroun, nos pays voisins, un nouveau projet touristique dénommé Ndolé City vient de naître. Ce nouveau projet a pour but de contribuer au développement d'une Afrique futuriste en facilitant l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sur l'ensemble du continent africain. Minga Madi Beram Christiane nous en dit un peu plus. Après 14 ans de dur labeur, le bout du tunnel est enfin perceptible pour ce groupe de jeunes citoyens du monde qui ont eu un rêve, celui de voir naître sur la terre de leurs ancêtres la réalisation de leurs vœux en actes concrets, le Ndolé City. Selon les promoteurs, l'objectif est d'être le moteur de la croissance économique du développement du Cameroun, du Tchad et de l'Afrique centrale dans tous les secteurs d'investissement et d'activité afin de jeter les bases d'un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère au Cameroun, au Tchad, en Afrique centrale en particulier et l'Afrique en général. Présenté et lancé officiellement le 17 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun, le projet Ndolé City, appartenant au groupe World Dream Investment, est localisé dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sananga maritime, région du littoral. Ce projet est implanté sur un espace de 1500 hectares sous le leadership d'un jeune Camerounais junior, Abraham Ngosso. Il ambitionne de créer plus de 2 millions d'emplois directs avec un pic de près de 5 millions de touristes nationaux et internationaux. Un projet bancable et apprécié aussi bien au niveau national qu'international. Faisant partie des invités d'honneur le jour du lancement, le ministre d'État, ministre du Tourisme, représentant le Premier ministre, a renchéri dans son discours circonstanciel que c'est un méga projet qui va construire une ville futuriste et écologique dont le financement à mobiliser sera à hauteur de 6 milliards de nos francs. C'est l'un des plus grands projets jamais réalisés au Cameroun et donc, ajoute-t-il, et je cite, c'est une consécration que notre pays, par la volonté de son chef, s'est engagé à développer les projets innovants. Fin de citation. Le promoteur envisage réaliser le dit projet sur une durée de 7 ans. Ceci dans le but d'attirer 5 millions de visiteurs et d'offrir aux jeunes Camerounais de découvrir les richesses de leur pays. C'est au prix du temps, du courage, mais aussi de l'espérance qu'après environ 14 bonnes années de dur labeur, ce projet puisse vivre et qui fera d'ici peu une peau neuve, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique centrale. Et puis les activités de la semaine de l'excellence organisées dans la ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, ont pris fin par une course d'endurance des jeunes. Ces activités étaient déroulées sous l'égide des autorités communales de cette localité. La rédaction.
Organisée par la commune de Doba, la semaine d'excellence, comme son nom l'indique, a pour but de promouvoir la culture de l'excellence, primer les élèves gagnants ainsi que créer un lien de brassage pour les élèves issus des différents établissements sélectionnés. Pour assurer la bonne sécurité des conquérants, on peut avoir agents municipaux, agents de la police nationale et de la délégation sanitaire représentés par les ambulances et kits médicaux. Dans cette compétition, la gagnante de la course féminine pour la course de 3 km avec un temps de 12 minutes et 11 secondes et Kager Aladoum pour les garçons de 5 km sort premier avec 17 minutes et 16 secondes. Reçu des mains des autorités les différents prix, Madame Amadjibey Viviane, inspectrice départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de la PNE, par ailleurs présidente du comité d'organisation de la semaine d'excellence, s'est dit très heureuse du choix porté aux établissements de sa circonscription et demande aux personnes de bonne volonté de soutenir de telles initiatives éducatives pour mesurer les talents de ces jeunes progénitures. Miss Dongarti Nodinon, maire de la commune de Doba, a quant à lui remercié les personnes impliquées dans l'organisation de cette semaine d'excellence tout en chantant les mérites que regorge la province du Logone oriental. Dans notre province qui fut jadis considérée comme le quartier latin, l'école a été le berceau des idées novatrices et des esprits éclairés du Tchad. Car elle a formé des générations d'élèves qui, par leur savoir, ont contribué à bâtir notre nation. Clôturant ces assises de la semaine d'excellence, le secrétaire général départemental représentant le préfet de la PNE, Mohamed Hachim, souligne que la promotion de l'éducation doit être à tout niveau pour soutenir les autorités. La réussite témoigne le travail acharné et le dévouement du talent de chacun et chacune, mais aussi mettre en lumière l'importance de l'éducation et de reconnaître les efforts considérables déployés par nos apprenants et nos anciens. Il faut noter que 6 ordinateurs et 12 enveloppes ont été remis aux différents élèves participant à cette semaine d'excellence en guise d'encouragement. Et puis, à N'Djamena, dans certains quartiers, les jarres d'eau sont placés devant les mosquées et les domiciles privés. Ces jarres sont accessibles à tous sans exception. Cependant, la plupart des passants utilisent le même gobelet, une pratique peu hygiénique et risquée pour la santé. Yaki Lydia nous en dit plus. Les jarres installés au bord de route par certaines personnes de bonne volonté permettent aux passants de se désaltérer. Cependant, cette manière de consommer de l'eau dans une même carafe par plusieurs personnes n'est pas sans conséquence selon le docteur Kanabé Benoît, médecin généraliste. Pour lui, l'utilisation de gobelets en commun permet la transmission de certaines maladies. Le dépôt de jarre, d'abord, c'est pour permettre aux gens de boire normalement, de réhydrater. C'est bien fait si on boit régulièrement de l'eau. Et donc maintenant, c'est des conditions de dépôt de jarre et surtout la contamination aussi et la conservation qui pose un problème sanitaire. Le premier problème qui pose parce que quand on dépose la jarre, c'est d'abord les couvercles. Et donc le couvercle est exposé d'abord à la poussière, est exposé aux insectes, est exposé aux déchets. Et donc vous savez que ces poussières, insectes, déchets posent problème, surtout dans le domaine de la santé. Ça peut infecter, ça peut contaminer. Vous savez, dans la salive même, il y a beaucoup de pathologies qui sont là. Et dans un premier temps, ça peut donner des maladies hydriques, on dit les maladies diarrhéiques, qui va provoquer d'abord dans un premier temps des diarrhées. Et aussi la fièvre typhoïde, qui est là, le salmonella, qui est donc responsable aussi de ces infections. Et en utilisant aussi des crachets, parce que vous savez qu'il y a les infections virales, par exemple les hépatites et autres là on peut facilement contaminer. Pour des mesures de prévention, le médecin conseille qu'il est crucial de laver les gobelets après chaque usage avec de l'eau et du savon et de tremper les gobelets dans l'eau de javel pendant 30 minutes puis rincer avant de les utiliser, devrait-il ajouter. Quand on dépose déjà, il faut que ça soit couvert.
Et quand c'est couvert, c'est pour éviter les poussières, les insectes et autres. Et il faut utiliser aussi le gobelet, pas gobelet genre public. S'il y a des gobelets individuels, ou bien chaque personne arrive avec un gobelet pour prendre. Ou bien, s'il n'y en a pas, on peut aussi laver. À chaque fois, on peut disposer ces gobelets, à chaque fois laver pour consommer. Si une personne consomme, il faut changer. Ces mesures bien simples pourraient contribuer à réduire les risques d'infection et à préserver la santé des passants qui dépendent de ces jarres pour se désaltérer. Et puis nous restons toujours en santé. Lors d'un débat télévisé sur la chaîne citoyenne, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Dapsugui Daoussou, a évoqué le point sur le déficit des ressources humaines dans les différents hôpitaux de N'Djamena. Suivez ces propos sélectionnés par notre reporter Yakilizia. Nous sommes dans un pays qui est confronté à un double handicap en termes de déficit quantitatif des ressources humaines, mais également qualitatif. Mais le chef de département, qui est la première autorité et qui réfléchit surtout sur les questions des ressources humaines, ne cesse de marteler pour dire le tout n'est pas d'avoir que des généralistes. Il faut pousser les uns et les autres pour aller en spécialisation. Je vous donne un exemple, rien que pour cette première année, puisque nous carrons sur la première année du mandat du chef de l'État, il y a eu en tout 297 agents de santé qui ont été envoyés à l'extérieur pour des spécialisations, aussi bien du côté des médecins, des pharmaciens que des paramédicaux. Sans oublier une composante essentielle, et là je partage l'avis de mon voisin de la droite, c'est tout ce qui a trait à l'entretien et à la maintenance de ces équipements. Là aussi, nous avons envoyé aussi bien à l'ISFOP ici en N'Djamena des cadres qui ont été envoyés en formation, plus de 25 sont sortis de cette école, mais nous avons envoyé également une centaine actuellement au niveau de Dakar qui doivent finir leur formation et revenir s'occuper du volet de maintenance de nos différents équipements. Pour la même année, nous avons eu à renforcer les plateaux techniques de 14 hôpitaux provinciaux et centres hospitaliers universitaires, ce qui n'est pas négligeable, mais également en termes d'équipement, comme vous avez bien fait de rappeler la question du bloc opératoire, nous avons, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers l'UNFPA, en réalité doté 88 districts en matériel médico-technique. 88 districts, je le dis bien, rien que pour cette année. Donc, c'est pour dire que des efforts du côté du gouvernement sont faits et des critiques du genre proposées par le président sont des critiques qui nous permettent en réalité de pouvoir corriger au quotidien ces gaps que les uns et les autres constatent. Mais je voudrais rappeler aussi que rien que pour cette année, le ministre de la Santé publique et de la Prévention s'est rendu pratiquement sur le terrain à 4 reprises au niveau des différentes délégations sanitaires provinciales et au cours de ces missions de supervision, toutes les insuffisances qui sont constatées sont remontées au niveau central et un plan de résolution des différentes insuffisances qui ont été constatées est développé et effectivement mis en œuvre. Et puis, à N'Djamena, l'occupation des espaces verts prend de l'ampleur et menace l'équilibre environnemental et urbain. Dans le 3e arrondissement, la mairie se doit consciente de la situation et entend y mettre terme à cela. Les détails avec Koinito Jacques Jeannette. Les espaces verts initialement réservés à l'embellissement urbain et à l'équilibre écologique sont aujourd'hui détournés de leur vocation première. Dans le 3e arrondissement, plusieurs sites sont occupés illégalement, parfois même à l'aide de documents d'autorisation d'auto. Face à cette situation, le maire affirme que la mairie n'est pas restée indifférente. Il reconnaît que certaines personnes parviennent à obtenir de façon illégale des documents leur permettant d'installer des constructions ou des activités sur ces zones. Mais un vent de changement souffle sur la ville. Selon le maire, un plan d'aménagement urbain est en cours dans l'ensemble des 10 arrondissements. Ce plan prévoit non seulement la création de nouveaux espaces verts, mais aussi la protection stricte de ceux déjà existants. Il y a une question de négligence. Ces espaces ont été réservés pour pouvoir aérer la ville d'abord et aussi pour pouvoir donner un cadre de vie sain à la population tchadienne d'une manière générale.
Mais malheureusement, à nos grandes surprises, nous constatons qu'il y aura des occupations anarchiques par des relations, par des copinages, par des trucs comme ça. Les gens trouvent des autorisations et des documents pour venir occuper ces espaces. Tous les réserves de l'État qui ont été occupées anarchiquement et aussi de proposer des pistes de solutions pour pouvoir récupérer ces espaces dans un bref délai pour que toute la population tchadienne profite de ces espaces qui ont été réservés pour eux. Avec la mise en œuvre de ce plan d'aménagement urbain, la mairie du 3e arrondissement entend tourner la page du désordre et s'inscrire dans une dynamique de ville propre, saine et respectueuse de l'environnement. La réussite de cette vision dépendra toutefois de la rigueur des autorités et de l'implication citoyenne. Et c'est tout pour cette édition. Terminons par ce proverbe africain qui dit « Le lézard qui vit entre deux pierres finit par apprendre à vivre à part ». Tout simplement pour dire que la cohabitation demande de l'adaptation et du respect. Merci à la réalisation et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir.